Les Indo-Européens. Un nom qu'on a tous déjà entendu et qui évoque souvent cette image un peu vague, un peu cliché de guerriers à cheval déferlant depuis les steppes. On se dit parfois, tiens, ce sont peut-être nos ancêtres. Eh bien aujourd'hui, on va mettre cette image sur le grill et voir ce que la science, la vraie, a à nous dire là-dessus. Alors, voilà la question à 1 million. Qui était-il vraiment? Accrochez-vous, parce que la réponse est beaucoup plus surprenante que ce qu'on imagine. Oui, cette vision-là, celle d'un peuple uni conquérant, elle est bien ancrée dans l'imaginaire collectif. C'est une image super puissante, mais le problème, c'est qu'elle est en décalage total avec la réalité scientifique. Et voilà le premier choc, la première idée à bien intégrer. Scientifiquement, le point de départ, c'est que le mot indo-européen ne désigne absolument pas un peuple, ni une civilisation, et encore moins une ethnie, non. C'est avant tout une étiquette de linguiste pour parler d'une grande famille de langues. On ne parle pas de gènes, on parle de grammaire. Donc toute cette idée d'un peuple indo-européen unifié est en fait un énorme malentendu qu'il est crucial de démonter pièce par pièce. C'est ce grand écart entre le mythe et la science qu'on va explorer maintenant. Pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Comment est-ce que cette idée un peu folle, cette intuition d'une langue mère pour des centaines de langues, a bien pu naître? On est à la fin du XVIIIe siècle. C'est une époque d'exploration, de curiosité. Des savants européens, notamment des juristes britanniques qui sont en poste en Inde, se mettent au sanskrit, la langue ancienne et sacrée des textes hindous. Et là, c'est la stupeur. Ils se rendent compte que cette langue, qui vient de si loin, a des ressemblances incroyables, troublantes, avec le latin et le grec ancien qu'ils connaissent par cœur. Regardez un peu ça, ce n'est pas juste une vague ressemblance, c'est systématique. Prenez le mot père, pater en latin, pater en grec, pitre en sanskrit. On entend clairement cette structure PTR qui revient. Pareil pour mère, mater, méter, matru. La structure MTR est là. C'est un air de famille, un vrai de vrai, non? Face à des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça, qui touchent au vocabulaire le plus basique, mais aussi à la grammaire, la coïncidence n'est plus une option. Pour les linguistes de l'époque, il n'y a qu'une seule conclusion logique. Toutes ces langues doivent descendre d'un ancêtre commun, une sorte de langue mère aujourd'hui disparue. Et là, on plonge au cœur du mystère. Si cette langue mère a vraiment existé, où sont les preuves? C'est le début d'une quête incroyable, la traque d'une langue fantôme. Les scientifiques lui ont bien sûr donné un nom, le proto-indo-européen. On dit proto pour dire premier, originel, c'est en quelque sorte le patient zéro théorique de cette immense famille de langues. Alors la question qui brûle les lèvres, c'est évidemment, est-ce qu'on a retrouvé un jour une inscription, une poterie, n'importe quoi, avec du proto-indo-européen écrit dessus? La réponse est aussi simple que déroutante, zéro. Rien, pas la moindre trace physique. On n'a jamais retrouvé cette langue parce qu'elle n'a probablement jamais été écrite. Personne ne l'a jamais entendu parler depuis des milliers d'années. Et c'est là le point absolument crucial. Le proto-indo-européen n'est pas une découverte archéologique. C'est une construction de l'esprit, un modèle scientifique. C'est le résultat d'un travail de détective où les linguistes comparent les langues qu'on connaît pour déduire, en remontant le temps, à quoi la langue mère devait ressembler. Et c'est exactement à ce moment-là que les choses se compliquent et que l'erreur la plus fondamentale est commise. Une fois qu'on a cette langue, même théorique, on se demande qui l'a parlé. Et c'est là que le dérapage commence. L'erreur, c'est ce raccourci fatal. Si une langue commune a existé, alors un peuple unique et unifié a dû la parler. C'est de coller une réalité biologique sur une hypothèse linguistique. Et là-dessus, toutes les sciences humaines, de l'histoire à l'anthropologie, disent la même chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour comprendre pourquoi c'est une erreur, il y a une analogie parfaite, le latin. Le latin est né dans une toute petite région d'Italie. Puis, l'Empire romain s'est étendu, et des peuples très différents, les Gaulois, les Ibères en Espagne, les Daces en Roumanie, se sont mis à parler latin. Ils n'ont pas été remplacés génétiquement, ils ont juste adopté une nouvelle langue. Et personne aujourd'hui ne cherche le peuple ou la race des locuteurs de langue romane. C'est ça, le point essentiel à retenir. La langue, c'est du logiciel. C'est culturel, ça s'apprend, ça se transmet, ça s'adopte. Parfois c'est imposé, ce n'est pas dans nos gènes. L'histoire est remplie d'exemples de peuples qui ont changé de langue sans changer d'un iota leur ADN. Mais cette quête des origines a aussi un côté beaucoup plus sombre. Car très vite, cette découverte purement linguistique va être récupérée, tordue et instrumentalisée à des fins idéologiques. Dès le XIXe siècle, en faisant ce fameux amalgame entre langue, culture et biologie, des idéologues vont inventer le mythe d'un peuple originel, les Aryens, qu'ils décrivent comme purs, supérieurs, conquérants. Et ce mythe va servir de pseudo-justification scientifique au nationalisme, au colonialisme et bien sûr à sa pire expression, au racisme.
C'est une perversion totale de la science. Il est donc très important de le dire, notre démarche ici est purement scientifique. Parce qu'étudier un phénomène historique, ce n'est pas le glorifier. L'objectif, c'est de comprendre des mécanismes, des processus, pas de se chercher des ancêtres parfaits ou de valider une quelconque supériorité. Bon, alors où en est-on aujourd'hui ? Le mythe est déconstruit, c'est une bonne chose. Mais la question des origines, elle, reste posée. Et c'est devenu un champ de recherche moderne absolument passionnant. On peut donc enfin répondre à notre question du début. Les Indo-Européens, ce n'est pas un qui, mais un quoi. Ce n'est pas un peuple qu'on peut décrire, c'est une énigme scientifique complexe, née de la découverte d'une parenté entre des langues. Et pour tenter de résoudre cette énigme, la science fait aujourd'hui travailler ensemble 3 grandes disciplines. La linguistique, bien sûr, qui continue d'éplucher les mots, l'archéologie, qui fouille le sol à la recherche d'objets, de tombes, de traces de vie, et la petite nouvelle qui a tout changé, la paléogénétique, qui analyse l'ADN ancien pour suivre les migrations des populations. Mais attention, le vrai défi, il est là. L'ADN ne nous dit rien sur la langue que parlaient les gens. Une poterie ne révèle pas les gènes de l'artisan. Le risque, c'est de vouloir à tout prix que les 3 histoires coïncident parfaitement. Alors la vraie question, la plus fascinante pour la recherche actuelle, c'est que fait-on quand les mots, les objets et les gènes ne racontent pas exactement la même histoire ?